Moi, je suis habitué. Je peux me tenir même devant des milliers de personnes et reprendre mon message. Ce n'est pas sentimental, ce n'est pas l'émotion. On pouvait parler de l'émotion pendant qu'il y avait l'histoire là des campagnes, résultats, on va proclamer comment. Je pense que l'ouragan des émotions est déjà passé. Chacun est revenu, a repris ses raisons. Je parle en bonne et due forme. Je sais de quoi je suis en train de parler. Félix Tshisekedi n'a pas gagné ces élections-là. Joseph Kabila l'a nommé comme président. Et comme conséquence, l'insécurité va rester dans le nord parce que selon les choses qu'il est allé signer quand il a fait des tours là-bas, chez les Museveni en octobre, il y a les accords qui disent on doit laisser le nord là comme l'arrière-cour, là où les multinationales, les Rwandais, les Ougandais, les ADF doivent entrer se servir. Comprenez pourquoi même on n'a pas organisé les élections là-bas. Moi, je suis habitué. Je peux me tenir même devant des milliers de personnes et reprendre mon message. Ce n'est pas sentimental, ce n'est pas l'émotion. On pouvait parler de l'émotion pendant qu'il y avait l'histoire là des campagnes, résultats, on va proclamer comment. Je pense que l'ouragan des émotions est déjà passé. Chacun est revenu, a repris ses raisons. Je parle en bonne et due forme. Je sais de quoi je suis en train de parler. Félix Tshisekedi n'a pas gagné ces élections-là. Joseph Kabila l'a nommé comme président. Et comme conséquence, l'insécurité va rester dans le nord parce que selon les choses qu'il est allé signer quand il a fait des tours là-bas, chez les Museveni en octobre, il y a les accords qui disent on doit laisser le nord là comme l'arrière-cour, là où les multinationales, les Rwandais, les Ougandais, les ADF doivent entrer se servir. Comprenez pourquoi même on n'a pas organisé les élections là-bas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je suis. Bonjour et bonsoir, chers amis qui suivez 5 sur 5 médias émettant à partir de Washington, D.C. Je voudrais un peu parler de la situation politique qui a dernièrement eu lieu en République démocratique du Congo, c'est-à-dire les campagnes et les élections présidentielles. Vous savez, cela a versé beaucoup de salive, beaucoup d'encre. Il y a eu trop de débats, de contradictions, de tiraillements par-ci, par-là. Et je pense que cela a laissé des traces qui vont vraiment durer pendant beaucoup de temps dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Après cela, je voudrais parler de la nomination de Félix Tshisekedi à la présidence au Congo démocratique et des conséquences. Moi, c'est Mac Lushimba. Comme vous le savez, chers amis, j'ai toujours dit, et je voudrais un peu le répéter avant de commencer ce programme, ce qui tue le peuple congolais, c'est l'ignorance. Ou bien ce qui fait que le peuple congolais se trouve dans l'état où il est aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et cela vraiment a été vu pendant et après donc, les campagnes et les élections qui ont dernièrement eu lieu. Je suis sur Facebook et sur YouTube, ça fait maintenant 10 ans. Et je pense que selon mon expérience, je suivais de près
la situation politique en République démocratique du Congo en particulier, et puis dans la région des Grands Lacs. Et souvent, j'ai envoyé des messages, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, à mes compatriotes congolais. Et la plupart d'entre eux me disaient chaque fois, « Ah, monsieur, nous n'aimons pas la politique. Ces histoires-là, nous ne les aimons pas. Vous savez, nous sommes des chrétiens, là, tu vas devenir fou avec ces histoires-là. » Mais curieusement, avec la fièvre électorale qui a récemment eu lieu en République démocratique du Congo, il n'y a pas eu de chrétiens, ou bien il n'y a plus eu de chrétiens. Tout le monde est devenu analyste, critique, même des gens qui ne savent pas, là où le problème a commencé, pourquoi ça c'est devenu ce que c'est devenu pour le moment et quels effets ça va donner dans le futur. Tout le monde a émis des commentaires. C'est la démocratie, bien sûr, et c'est ça, c'est ce qui a créé un tas d'imbroglios. Avant de parler des élections, parce que c'est mon sujet principal, et de la nomination de Félix Tshisekedi par Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo, je voudrais un peu reculer dans le passé pour faire des parallèles. Vous savez, chaque fois, à un tournant historique, tant attendu par le peuple congolais, c'est-à-dire un tournant historique qui normalement devait ou bien doit changer la vie du peuple congolais positivement, les Congolais ont toujours été déçus. Bien sûr, par les gens du dehors, mais spécialement par les politiciens congolais qui, chaque fois, ont toujours tapé en dehors du poteau. C'est-à-dire, ont toujours trahi les espoirs et les rêves du peuple congolais. Cela a commencé tout juste après l'indépendance en 1960. Vous avez vu, quelques mois après, il fallait organiser un gouvernement. Et selon la constitution du moment, c'était la constitution de Loloabour. C'était un gouvernement parlementaire. Et Lumumba avait été voté massivement. Bien sûr, il y a eu des coalitions, mais Lumumba a gagné. Et il fallait qu'il devienne le chef du gouvernement. Tout a commencé à bien aller, jusqu'à ce que un Congolais, trompé par les gens du dehors, est venu assassiner la jeune démocratie. Et le crime a bénéficié à qui? À Mobutu Sese Seko, Joseph Désiré Mobutu. Et vous allez voir qu'à partir de là, quand Mobutu a pris le pouvoir, après avoir donc mis un coup d'État, donc c'était un coup d'État. Après avoir fait un coup d'État, je vais dire, Mobutu a pris le pouvoir. Et le Congo est allé de catastrophe en catastrophe jusqu'aux dernières années de la présidence du maréchal Mobutu, dans les années 90. Et quelques mois avant la fin du règne de Mobutu, il y avait un vent de la démocratie qui avait été suscité par la chute de l'URSS. Alors, il fallait rabattre les cartes. Les intérêts des puissances occidentales ont changé. Il fallait que les gens qui protégeaient donc certains précarés dans le compte des Occidentaux pour empêcher donc au communisme d'envahir certains pays, dont les pays africains, parmi lesquels la République du Zaïre, dont Mobutu était le gardien, on lui a signifié automatiquement, carrément par les Américains, que cette époque-là était révolue. Il fallait que Mobutu donc respecte le vent nouveau. C'était le vent de la démocratie. Il y a eu des conférences nationales souveraines dans beaucoup de pays. Au Congo aussi,
cela a eu lieu. De 1990 jusqu'à 1996, les Congolais sont venus des 4 coins du Zaïre, parce que c'était le Zaïre en ce temps-là, pour aller à Kinshasa afin donc de faire la conférence nationale souveraine de laquelle devait sortir un gouvernement provisoire qui allait nous mener vers un lendemain meilleur, c'est-à-dire on allait mettre en place une nouvelle constitution démocratique pour faire la transition, donc passer très bien et changer donc la vie des Congolais. Vous avez vu les politiciens congolais, pendant 6 ans et quelques mois, ont passé leur temps à Kinshasa en train de s'amuser dans la conférence nationale souveraine. Mobutu a percuté toutes choses, il a corrompu tout le monde. Et parmi des têtes qui étaient en vue, l'homme qui était plébiscité, c'était Étienne Tshisekedi Amulumba. Vous avez vu comment Mobutu l'a compliqué. Encore une fois, comme dans les années 60, les politiciens congolais ont tapé à côté du poteau. Et l'homme qui était en vue, qui avait vraiment donné un coup fatal à l'union sacrée de l'opposition radicale qu'on appelait USOR, c'était Nguza Karlibon. Acheté par Mobutu, Nguza a tout bafoué. Et Mobutu a repris les béquilles, il a repris son fauteuil, il a corrompu tout le monde et il est resté au pouvoir. Il a repris donc de l'aile. Il a commencé à nommer des ministres, on a vu de Mungulu Diak à venir, on a vu de Kengo Adondo à la fin, beaucoup de gens sont passés par là. Qui a fait ça, cette bêtise? C'est toujours les politiciens congolais. À qui a bénéficié le crime? À Mobutu Sese Seko encore. Et on ne sait pas là où cette bêtise, ce jeu, donc, allait arriver si Laurent Désiré Kabila n'était pas venu à la tête d'une armée bien organisée, l'AFDL. Donc, il y avait des Rwandais et des Ougandais derrière lui. Et en bonne logique, ce n'est pas Laurent Désiré Kabila qui avait fait entrer ces Rwandais et ces Ougandais au Congo. Par contre, ce sont ces Rwandais-là et ces Ougandais-là qui avaient fait entrer Laurent Désiré Kabila au Congo démocratique. Parce que Laurent n'avait pas d'argent, n'avait pas d'armée. Donc ces Rwandais et ces Ougandais organisés avec le soutien des États-Unis d'Amérique principalement, ont porté Laurent Désiré Kabila à la tête de la République démocratique du Congo après une guerre rafale, très rapide, qui a mis Mobutu de côté. Et à qui a bénéficié ce vent là-bas? À Laurent Désiré Kabila. Il est devenu président pendant un temps très court. Ce qui m'a frappé, c'est que pendant sa présidence, les mêmes Congolais, Zaïrois, qui étaient occupés à s'amuser pendant la conférence nationale souveraine, les mêmes gens qui ont mordu pendant longtemps à l'hameçon de Mobutu, parce que Mobutu les avait pêchés les uns après les autres. Ces mêmes gens-là, quand ils ont vu que Mobutu était parti, Kabila était devenu président, ils ont commencé à se plaindre. Kabila dictateur, Laurent Désiré Kabila dictateur, tout ça. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Que Kabila partage le pouvoir avec eux. Pourquoi? Pour n'avoir rien fait. Et c'est ici où je veux dire que les politiciens congolais d'habitude sont des paresseux, des inconscients, qui ne font rien, mais qui comptent gagner quelque chose à partir de leur fainéantise, à partir de leur paresse et de leur corruption. Et ça a toujours été comme ça avec les politiciens congolais. Ils étaient en train de... Kabila dictateur, mais
Dieu a voulu que Kabila parte rapidement. Il a été assassiné, Laurent Désiré Kabila. Et le fauteuil présidentiel était resté vide à Kinshasa. Il y avait toutes sortes de politiciens à Kin, parmi lesquels les politiciens les plus populaires, les plus charismatiques, dont Étienne Tshisekedi. J'ai toujours dit que c'était le moment de montrer que certains politiciens sont populaires, charismatiques, qu'ils traînent des masses. C'était le moment de profiter pour changer la situation au Congo démocratique. Personne ne l'a fait. Le fauteuil présidentiel était resté vide pendant beaucoup de temps, jusqu'à ce qu'un petit de rien du tout, Joseph Kabila, est venu s'y asseoir. Après avoir été au Zimbabwe pour l'organisation de services funéraires de Laurent Désiré Kabila. Il est revenu là-bas. On a vu des politiciens congolais marmonner seulement, comme c'est leur habitude. Et Joseph Kabila est devenu président. Et pendant 17 ans, nous tous nous sommes d'accord que Kabila n'était pas venu président par lui-même. Il a été supporté par les mêmes Rwandais et Ougandais, avec l'appui des anglo-saxons, principalement des États-Unis d'Amérique. Kabila a régné. Et son règne a été catastrophique. Nous n'avons pas aimé ça, nous tous. Les politiciens congolais, de gauche à droite, ont essayé par tous les moyens pour récupérer le pouvoir, changer de régime, démocratiser ce pays-là. Et nous tous, nous étions d'accord que nous étions incapables en tant que pays de mettre Joseph Kabila de côté par les armes. Alors vous allez comprendre, c'est pourquoi il fallait le cajoler, le caresser par-ci par-là, chercher des voies et moyens. Et pendant le règne de Joseph Kabila, il y a eu ce qu'on appelle des massacres sérieux. Il a tué beaucoup de gens, il y a eu des pillages. Nous tous, nous sommes d'accord de cette histoire. Alors, avec beaucoup de pression venant de l'intérieur, parce que les Congolais se sont battus, il y a eu des marches réprimées dans le sang. Beaucoup de Congolais sont morts. Joseph Kabila était poussé à organiser les élections qui allaient avoir lieu quand? En 2016. Après, bien sûr, avoir triché. Donc, en 2007, 2011, tout ça, on le sait, nous tous. Il fallait qu'en 2016, qu'on organise des élections en République démocratique du Congo. Joseph Kabila était coincé. Jusqu'à ce que les mêmes politiciens congolais sont venus encore donner des béquilles à Joseph Kabila, parmi lesquels Vital Kamerhe. Pendant que tout le monde s'organisait pour aller d'un seul bloc, Vital Kamerhe a laissé le groupe pour aller prendre part donc à des réunions qu'on a organisées dans la cité de l'OEA, que même ont appelé donc les rencontres dans les négociations du camp Tchachi. Et les politiciens congolais sont encore partis de crise en crise, d'incertitude en incertitude. Et imaginez, depuis 2016, ils n'ont rien réussi. D'accord en accord, Kabila continue toujours à être le maître des jeux et à jongler avec les politiciens congolais. Il a fallu 2 ans après, c'est-à-dire 2018, pour que la pression puisse s'accentuer sur Joseph Kabila. De l'intérieur et de l'extérieur. Il y a eu trop de morts, de répression. Le gouvernement de Kabila, à travers ses militaires, ses Banamura, ils ont organisé une forte répression des Congolais qui ont perdu leur vie. Vous avez vu, il y a eu le massacre de Kinshasa. On a tué beaucoup de gens pendant les marches pacifiques. Vous connaissez, il y a les fosses communes de Maluku. Il y a les massacres de Kawinasap, au Kasaï.
Ces massacres-là ont coûté la vie de beaucoup de personnes et il y a eu beaucoup de Congolais, donc, de la province du Kasaï, déplacés, qui sont allés chercher refuge en Angola. Il y a eu la famine là-bas. Beaucoup d'orphelins abandonnés à eux-mêmes. Ceux qui étaient restés ne pouvaient plus sortir en sécurité pour aller vaquer à leurs occupations. Donc faire les champs et d'autres activités. La famine a frappé la province de Grand Kasaï. Tout ça, c'est quoi? C'est la gestion de Joseph Kabila. Et qui était à la base de tout cela, bien que c'est le gouvernement de Kabila, il y a eu Bouchab, un ressortissant du Kasaï, avec Emmanuel Chadar. Ces deux gens ont occupé successivement le ministère de l'Intérieur. Et ils ont tué des Congolais en masse. Pourquoi? Pour protéger le pouvoir dictatorial de Joseph Kabila. Comme j'ai dit, il fallait pousser Joseph Kabila. Et c'est vrai, il a été poussé sérieusement à l'ONU, au Congo, partout, jusqu'à lâcher prise qu'il n'allait pas changer la constitution ni se représenter pour un troisième mandat. Parce que ce fut son rêve. Et le peuple congolais a obtenu ça. Ce n'était pas un cadeau. C'était un combat et il y a eu des gens qui ont versé leur sang et d'autres qui sont morts pour ça. Et il fallait, en décembre 2018, organiser des élections présidentielles et législatives. Kabila a amené un nouveau truc, la machine à voter. Beaucoup de politiciens ont décrit cette histoire. Ils ont appelé cela la machine à voler, car ils ont vu en cela un moyen dont Joseph Kabila voulait donc utiliser. Donc, le moyen que Joseph Kabila voulait utiliser pour tricher aux élections. Et les politiciens congolais, selon les expériences passées, tous s'étaient mis d'accord que si dans le passé nous étions partis en ordre dispersé, et ce qui fut même la raison pour laquelle nous avions perdu toutes les élections, que Kabila avait d'abord échoué, mais qu'il avait gagné par tricherie. Pourquoi? Parce que nous étions très nombreux. Nous avions dispersé nos voix, nos votes. Ayant appris une leçon, les politiciens congolais ont commencé des tractations avec pour objectif de se trouver un candidat commun. On les a vus au Congo, en dehors du Congo, en Europe, donc Belgique, Afrique du Sud. Et en fin de compte, ils ont dit qu'ils allaient finir à Genève pour fignoler leur plan et proclamer leur candidat commun, parce que les élections approchaient. Et tous ne juraient que par le refus catégorique de la machine à voter, qu'ils appelaient machine à voler. Ils sont allés à Genève. Après, ce n'est pas 2 ou 3 jours là-bas. Ils ont voté leur candidat unique, qui était Martin Fayoulou Madidi. Ils ont signé des papiers là-bas, des codes de conduite. Ils ont juré que l'opprobre de la nation, du peuple congolais, serait jeté sur eux si, une fois, ils parvenaient donc à trahir ce peuple-là. Mais patatras, après 24 heures, c'est-à-dire un jour, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retirés de ces accords-là, invoquant comme raison que leur base était mécontente. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi, étant président de l'UDPS, l'une des grands partis politiques historiques du Congo, s'était senti lésé. Donc, comme il n'est pas sorti candidat commun, alors il a préféré se retirer. Vital Kamerhe aussi avait donc évoqué, je veux dire, la même raison.
Et en se retirant, ils sont allés au Kenya, Nairobi, former leur coalition qu'ils ont appelée CAP pour le changement, CASH en sigle. Et ceux qui ont adopté la ligne de conduite de Genève sont restés dans la coalition appelée la MUCA. Ainsi, ce qu'on évitait est revenu encore. L'union a été impossible. Et il y a eu maintenant des paroles, des politiciens par-ci, par-là, des condamnations. Et à les entendre parler, tous les politiciens avaient raison. Alors le peuple congolais allait avoir confiance en qui? C'était vraiment difficile. Mais il fallait observer ces mêmes politiciens là-bas sur le terrain pour voir qui était en train de faire quoi. C'était ça qui restait au peuple congolais. Et ils sont partis comme ça en ordre dispersé. Et la période de campagne est venue. D'abord, Ramazani Shadari, qui était choisi par Joseph Kabila comme son dauphin, lui avait commencé donc les campagnes avant les autres politiciens. Pourquoi? Parce qu'il jouissait des moyens de l'État, l'argent, les véhicules, tout. Ils avaient mobilisé tous les gouverneurs de province, les chefs des entreprises, tous. Donc, par force, devaient participer donc aux campagnes au pluriel d'Emmanuel Shadari pour qu'il soit le président de la continuité, c'est-à-dire il devait continuer le système de Joseph Kabila. Et quand Cash et la MUCA ont commencé leur campagne, il fallait voir. Cash a commencé ses campagnes sans trop de difficultés, c'est-à-dire Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais Martin Fayulu a beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que la coalition, la MUCA, devait faire entrer quelques avions, c'est pas 3, avec 2 hélicoptères comme ça, selon ce qu'ils disaient eux-mêmes. Ils ont même montré des documents à la télé. Mais le gouvernement de Kabila a refusé que ces avions-là puissent entrer en République démocratique du Congo. Après tractation, plainte, ils n'ont autorisé qu'un seul avion à 8 places. L'avion est entré, et pour commencer les campagnes, ça n'a pas été facile. On n'a pas autorisé à cet avion de voler facilement. Il a fallu encore se plaindre, bousculer tout ça, jusqu'à ce que la MUCA a eu l'autorisation. Et Martin Fayulu a commencé ses campagnes. Et tout le monde a vu, comme dans un film, Martin Fayulu a rassemblé beaucoup de gens derrière lui. Comme par magie. Et beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions, ceux qui n'étaient pas informés. Partout où Martin Fayulu passait, il est devenu populaire. Et même les sondages qui donnaient Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, donc en position d'avance. Donc, Félix Tshisekedi, en tant que représentant de Cash, pendant un certain temps, il y a eu des maisons, donc des sondages qu'il avait donnés favoris. Mais quand les campagnes ont commencé, c'est Martin Fayulu maintenant qui était favori. Et beaucoup de gens commençaient à se plaindre, à se poser des questions. Puisque vous vous souviendrez qu'il y a des gens qui ont dit de Martin Fayulu qu'il n'était rien, qu'il ne pesait pas. Lambert Mende avait dit que c'était une souris naine. Et c'était même les plaintes des gens de l'UDPS qui disaient non, Martin Fayulu n'a même pas un parti politique bien installé au Congo. Il n'a même pas donc de membres au Parlement. Il n'a qu'un seul membre. Comment est-ce qu'on peut faire de lui le candidat commun de l'opposition, tout en oubliant que c'est eux-mêmes, quand ils sont allés à Genève pour faire le vote, le peuple congolais n'était pas avec eux-mêmes dans leurs calculs. Et ce qui est un peu bizarre et rigolo, c'est que Vital Kamerhe n'a pas soutenu Félix Tshisekedi. Ni Félix Tshisekedi n'a pas soutenu Vital Kamerhe dans des tractations là-bas.
Et curieusement, on a vu deux personnes qui ne se sont soutenues en rien, ont quitté dans les accords de Genève, se plaignant que ça ne devait pas se passer comme ça. Puisque selon ce que nous savons, leurs informations, ils sont entrés là-bas avec l'esprit, donc d'un accord facile. Ça, il fallait arriver là-bas et choisir quelqu'un. Mais ça a échoué. C'est pour cela qu'ils étaient passés au vote. Et en faisant leur vote là-bas, ils ont fait des calculs. D'abord, chacun devait se voter lui-même. Et après, chacun devait voter quelqu'un d'autre. Et enfin, c'était d'abord les candidats à la présidence. Les non-partants, donc Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et les autres là, n'ont eu droit au chapitre, à la parole, au vote, qu'en fin de compte, pour départager donc le bras de fer qui existait là-bas. Et Moïse Katumbi a toujours dit qu'il avait soutenu Félix Tshisekedi du début jusqu'à la fin. Et Félix Tshisekedi n'a jamais nié ça. Bien que les gens de l'UDPS ont commencé à un certain moment à vilipender Moïse Katumbi, à l'insulter même. Et c'est ainsi qu'en faisant leur campagne, brusquement Martin Fayulu est devenu la coqueluche du peuple congolais. Et il y a même quelqu'un qui m'a posé la question. Non, c'est vraiment un oui. Comment Martin Fayulu, qui n'était rien pendant tout ce temps inconnu, qui n'a même pas un grand parti politique comme l'UDPS, les gens disent qu'il a gagné les élections en fin de compte. Comment ça? Monsieur, c'est très simple. Martin Fayulu seul ne vaut et ne valait rien. Mais un Martin Fayulu, pompé par la puissance des poids lourds de la politique de la République démocratique du Congo, en la personne de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, F. Bazaïba, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito, Mbusa Nyamwisi, Martin Fayulu était devenu très puissant. Pourquoi? Parce que avec l'appui de Moïse Katumbi, c'était le Katanga. Martin Fayulu était favori au Katanga. Bien que Shadari pouvait aussi prendre quelques morceaux là-bas, mais la part de Lyon au Katanga, Martin Fayulu devait prendre ça au nom de Moïse Katumbi. Et si nous allons au Nord Kivu, chez Mbusa Nyamwisi, Martin Fayulu devait gagner ça. S'il fallait aller dans la province orientale, la province d'origine d'Ef Bazaïba, Martin Fayulu devait prendre aussi beaucoup de voix là-bas. Et la plus grande province, l'Équateur là-bas, c'était le fief de Jean-Pierre Bemba. Donc, les gens de l'Équateur devaient voter Martin Fayulu, non pas parce qu'ils le connaissaient, sur mot d'ordre de Jean-Pierre Bemba. Et quand vous allez au Bas-Congo, il y a Freddy Matungulu, Martin Fayulu lui-même, et Adolphe Muzito, qui sont ressortissants de là. Et vous comprenez que Martin Fayulu devait encore prendre le Bas-Congo pour lui. Non pas parce qu'il est seul, parce qu'on lui a donné la force, la puissance par des politiciens qui l'ont soutenu. C'est mathématiquement simple, facile à comprendre, mes chers amis. C'est le jeu politique. Mais par contre, si vous regardez Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, à eux deux, dans Cash, ils devaient prendre, selon les théories qui existaient avant, le Sud Kivu. Parce que Vital Kamerhe est ressortissant du Sud Kivu. Et les deux Kasaï. Parce que Félix Tshisekedi est ressortissant du Kasaï. C'était comme ça. Même pendant les sondages. On ne fait pas les sondages sur base de blagues ou bien de sentiments. Les spécialistes en sondage ont fait ça. Ils ont plébiscité que Martin Fayulu était devenu très puissant. Et parmi les non-partants, on a encore demandé aux gens quel est le politicien qu'ils aimaient.
On a vu que Moïse Katumbi était en première position, aimé de beaucoup de gens, bien qu'étant non partant. Alors vous comprenez, c'était comme ça. Martin Fayoulou a connu trop de problèmes. On lui a mis les bâtons dans les roues par la Kabylie. Il est arrivé à Lubumbashi. Il n'a pas su finir ses campagnes là-bas. On l'a bloqué. La police, les militaires là-bas ont jeté de l'eau chaude sur les gens qui l'attendaient, donnant comme raison, non, il y avait une tracée. C'est-à-dire, on lui a dit, l'itinéraire, c'est ceci, tu dois utiliser ce chemin, mais Martin Fayoulou s'est entêté. Mais après enquête, c'est faux. Ce n'était pas ça. Ils ont seulement chambardé la visite de Martin Fayoulou. Pourquoi? Parce que la Kabylie ne voulait pas avoir honte. Parce qu'on dit Kabila, oh, c'est un Katangé. Donc, c'était son fief, entre guillemets. Et voir que Martin Fayoulou, comment est-ce qu'il pouvait venir et être massivement, diablement accueilli par les Katangais, cela avait déjà créé un problème dans le psychique des kabylistes, PPRD et compagnie, FCC. Et pour éviter cette honte-là, il fallait organiser des mouvements, des gens, avec l'aide du gouverneur, du Haut-Katanga, Célestin Kapopo. Il y a eu des audios qui sont sortis par après, qui incitaient aux jeunes, en tout cas, de tout faire pour garder leur territoire et de ne pas autoriser un politicien quelconque qui n'est pas du FCC venir s'approprier ce territoire-là. C'est dans cet état d'esprit qu'il y a eu du désordre. Et on a tout fait pour empêcher à Martin Fayoulou d'aller, je sais pas, à Kamina, partout. Parce que d'abord, après l'incident de Lubumbashi là-bas, Martin Fayoulou devait continuer sur l'Ikasi Kolwezi. La Kabylie lui a refusé encore. Bien qu'il y avait des gens, on a même montré des images, des gens l'attendaient à Kolwezi. Et on a même refusé à ce que son avion puisse rester à Lubumbashi. Alors, quitter Lubumbashi pour aller où? Il fallait quand même que cet avion-là atterrisse à un aéroport proche de la ville de Lubumbashi. Mais partout, on a refusé. Et le petit porteur de Martin Fayoulou était obligé de quitter Lubumbashi pour aller à Goma, mes chers amis. Avec pour risque, donc, de carence même de benzine, carburant, qui pouvait causer un accident. Vous voyez l'esprit de la Kabylie. Et Martin Fayoulou est allé se poser à l'aéroport de Goma. Et pour quitter cet aéroport là-bas, continuer ses campagnes, c'est encore un autre problème. On a montré Martin Fayoulou en train de se plaindre devant les autorités de l'aéroport là-bas. Il lui disait qu'ils ont reçu l'ordre, donc qu'il ne devait pas voler. Martin Fayoulou, fulminant là-bas, leur demandait pourquoi, pour quelles raisons. Ils n'ont pas donné des raisons valables. Et tous les Congolais voyaient cela. Et pendant ce temps, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe faisaient leur campagne facilement. S'ils ont eu des problèmes, c'est l'incident de Bunia. Parce que là-bas, au Kivu, les Kivusiens connaissent bien la politique du Congo. Ils savent très bien qui est Vital Kamerhe. Ils ont vu en Vital Kamerhe un traître qui a tout fait pour bousiller l'union de l'opposition. Ils ont commencé à huer sur lui et à huer sur Félix Tshisekedi. Et c'est ce qui a poussé même Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi à abandonner ce coin-là, c'est-à-dire à s'arrêter. Au lieu de continuer dans le Grand Nord, ils se sont arrêtés là-bas, avançant pour raisons de sécurité, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Pourquoi? À cause du comportement de Vital Kamerhe. Que beaucoup de gens savent et savaient en ce temps-là qu'il était au service de Kabila. Et même les gens de l'ETPS, ils le disaient chaque fois. Vital Kamerhe, camarade de Kabila dans l'opposition. Vital Kamerhe, caméréen. Mais curieusement, ils ont oublié ce qu'ils disaient. Ils se sont
mis dans un même club avec Vital Kamerhe. Et après l'échec là-bas, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se sont rabattus maintenant sur Kananga et Mbujimayi, qui évidemment sont les fiefs de Félix Tshisekedi. Et vous avez vu qu'on les a accueillis terriblement là-bas. Alors, c'est un peu ça, chers frères et sœurs congolais. Et les campagnes ne s'étaient même pas terminées convenablement. On a défendu aux politiciens d'aller ici, d'aller là-bas, jusqu'à ce que même le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbota, a refusé qu'il y ait manifestation, qu'il y ait rassemblement des gens, qu'il y ait campagne là-bas. Et les politiciens étaient obligés de jeter l'éponge, tous. Fini les campagnes d'une manière vraiment bizarre. Il fallait attendre le jour des élections. Et l'élection est venue, vous avez vu vous-même. Mais quelques jours avant les élections, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Pendant que Lamuka de Martin Fayoulou et les autres disaient, nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient donc la stratégie de la Kabylie. Donc d'utiliser ces machines là-bas d'une manière électronique pour tricher. Et brusquement, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont changé. Qu'avec ou sans machine, nous irons aux élections. Et pendant ce temps-là, beaucoup de Congolais ne savaient pas pourquoi Félix et Vital avaient changé brusquement. Ce n'est qu'après que des Congolais, donc bien informés, ont su qu'ils faisaient cela, non pas pour dribbler la Kabylie. Ils faisaient cela, c'est pour donner donc un mauvais temps, pour donner de la peine à leurs amis opposants, c'est-à-dire la Mouka. Pourquoi? Ils étaient déjà en collision avec la Kabylie. C'est-à-dire si la Mouka dit que nous irons aux élections sans machine, soyez avec eux. C'était l'ordre de la Kabylie. S'ils changeaient un jour, ils disent, nous irons aux élections avec la machine, soyez avec eux. C'était une façon de tacler la Mouka. C'est-à-dire que la Mouka aille à gauche, à droite, cache sur ordre de la Kabylie. Selon leur rencontre obscure, on ne savait pas, qu'on soupçonnait. Donc, Cash devait tacler les gens de la Mouka. Et cela s'est vu même clairement pendant des débats télévisés, même à la radio. Vous avez vu que quand il y avait les gens de FCC qui soutenaient Ramazani, Shadari, les gens de la Mouka qui soutenaient Martin Fayoulou, et les gens de Cash qui soutenaient Félix Tshisekedi, quand il y avait débat là-bas, curieusement, au lieu que les opposants puissent s'attaquer à FCC qui représentait le gouvernement, avec tous les mots qui existaient là-bas, on a vu que les gens de Cash et de FCC s'attaquaient tous à la MOUC. Ils étaient contre la MOUC. Et beaucoup de gens trouvaient ça suspect. Moi, personnellement, j'avais trouvé cet état des choses très suspect. J'ai même dit à mes amis, en tout cas, il y a anguille sous roche. C'est comme si ces gens-là ont déjà mordu à l'hameçon. Il y avait trop de soupçons. Et il y a eu élection, vous avez vu. L'Église catholique avait réquisitionné 40 000 observateurs. Et ils avaient des téléphones intelligents que vous appelez en anglais smartphones. Et chaque fois que l'exercice électoral était arrivé à la fin, on dépouillait toutes choses là-bas, on comptait en la présence des témoins. On affichait ça, puisqu'on imprimait un papier là, ayant les résultats là-bas, qui sortaient de ces mêmes machines-là. Beaucoup de témoins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des photos et ils envoyaient ça à la centrale de l'Église catholique. Et même vraisemblablement, même d'autres témoins, ce n'est pas de Cash,
témoin de la Mouka aussi, parce que tout le monde disait qu'ils avaient leur banque, leur QG là où ils rassemblaient les résultats. La CENI, bien sûr. Mais n'oublions pas, avant d'aller aux élections, Cash avait eu une réunion. Non pas Cash, la Mouka, même les gens de Cash étaient là. Parce qu'ils avaient une réunion que Corneille Nanga, le maître de la CENI, avait appelée. Donc ça, il a appelé une réunion, ça dit, qui rassemblait tous les politiciens de tous bords qui faisaient partie de cet exercice électoral. Et ils avaient trouvé un terrain d'entente qui disait que s'il fallait utiliser les machines à voter, il fallait les utiliser comme imprimantes, c'est-à-dire utiliser le système électrique. Quelqu'un doit voir le nom et l'image de son candidat sur l'écran. Comme c'était touchscreen, il fallait toucher les écrans tactiles. Tu touches et on te montre comment imprimer. Donc la photo et le nom de ton candidat que tu as choisi. Mais il fallait prendre le papier là-bas et le mettre dans l'urne. C'était comme ça. Un accord que la Mouka avait réussi donc, à obtenir en dernière minute, donc de la part de la CENI. Il fallait le faire. Mais curieusement, on a vu que la CENI n'a pas tenu sa parole. La CENI a utilisé le système Wi-Fi, système électronique, au lieu de se limiter seulement au système électrique, au lieu de boucher les ports des clés USB. La CENI a violé sa parole. Avec quelle intention? Bien sûr, l'intention de tricher. Donc, comme je disais, beaucoup de gens qui étaient témoins, observateurs, surtout du côté des Congolais, les nationaux, ils ont pris des photos des résultats, des fiches. Ils les ont envoyées à leur QG et ça inondait tout le système Internet au Congo démocratique. Et les fiches que nous tous nous voyons montraient que Martin Fayulu était de loin le vainqueur. Et c'est la raison même qui a poussé la CENI, en connivence avec la Kabylie, le gouvernement, à couper le système Internet et la radio pour que les Congolais ne puissent plus échanger, communiquer et les laisser dans un flou pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire trafiquer les résultats, voler la victoire de Martin Fayulu pour la donner à quelqu'un d'autre. Et la donner à qui? Le jour de la proclamation est venu. Selon la CENI, ils ont proclamé, voilà un peu le chiffre qu'ils ont donné, j'ai écrit ça quelque part. Alors, selon la CENI, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est Félix Tshisekedi qui avait gagné cette élection-là. Oui, il avait gagné ça, selon la CENI, avec 7 051 013 voix. Donc, le premier. Et Martin Fayulu est venu en deuxième position, avec 6 366 732 voix. Deuxième. Et troisième, c'était Ramazan Shadari, avec 4 357 359 voix. Donc, c'était comme ça. Maintenant, si nous voulons étudier la différence de voix entre Félix Tshisekedi, que la CENI a proclamé premier, la différence de voix n'a même pas atteint les 1 million. La différence de voix est de 684 281 voix. 684 281 voix. Alors vous comprendrez pourquoi, toujours dans leur magouille, la CENI a refusé qu'il y ait élection au même moment à Beni, Lubero, Butembo, Yumbi.
dans le Nord Kivu. Parce que là-bas, on vous dit, selon les rapports même de la CENI, il y a 1 359 000 votants qui attendaient là-bas. C'est-à-dire, même avec ce résultat donné par la CENI, qui fait que Félix Tshisekedi a dépassé Martin Fayulu avec 600 000 voix seulement. S'il fallait organiser les élections dans le Grand Nord, Martin Fayulu allait battre. Nous ne le disons pas parce que nous sommes fanatiques de Fayulu, parce que les gens de Beni, Lubero, Butembo ont essayé leur élection seuls pour prouver à la face du monde que le problème de sécurité, que la Kabylie a avancé, la CENI a avancé, c'était faux. Ils étaient tous bien. Pas de problème d'insécurité là-bas. Le problème d'Ebola, santé, c'est faux. Personne n'est mort. Ils ont organisé leur élection eux-mêmes là-bas. Ils ont publié ça sur Internet. Et c'est Martin Fayulu qui a battu Félix Tshisekedi et Chadar. Il était premier de trop loin. Alors comprenez que la CENI n'a pas joué franc jeu. La CENI a joué contre Martin Fayulu par tous les moyens. Et vous proclamez le résultat sans finir les élections sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. C'est bizarre. Ça n'arrive qu'au Congo. Puisque dans d'autres pays, un pays des gens normaux, on ne peut pas publier le nom du président gagnant sans récolter toutes les voix sur toute l'étendue de la République. La CENI a proclamé Félix Tshisekedi gagnant de ces élections, sans organiser les élections dans le Grand Nord. C'est-à-dire, les gens du Nord Kivu, vous les mettez où? Donc, ce n'est plus un territoire congolais, selon vous. Donc, c'est un territoire étranger. Et si nous essayons de pousser notre raisonnement trop loin, vous verrez que dans leurs accords obscurs, ça a toujours été comme ça, depuis que Joseph Kabila a pris le pouvoir. Ce coin-là a toujours été abandonné aux mains des Rwandais et des Ougandais qui attaquent. De là, on vous parle toujours des ADF Nalu, qui sont donc un groupe rebelle des Ougandais. Or, nous savons très bien que les rebelles d'un pays, c'est quoi d'abord être rebelle? C'est-à-dire, on désobéit au gouvernement de son pays. On se retire dans un coin, soit sous le territoire national, ou bien on traverse la frontière pour aller se cacher dans un territoire étranger, avec pour mission de faire quoi? Non pas d'attaquer les gens de ce pays-là, mais d'attaquer le gouvernement de son pays. C'est ce qu'on fait. Il y a eu des ex-Katangais, rebelles, congolais, qui avaient leur QG en Angola. Ils n'avaient jamais tué les Angolais. Ils s'étaient bien organisés jusqu'à ce qu'ils ont attaqué Mobutu. Et c'était la guerre de 80 jours en 1977 et la guerre de 6 jours en 1978. Ils ont même pris la ville de Kolwezi. Un rebelle attaque le gouvernement de son pays. Et curieusement, au Congo démocratique, les rebelles ougandais n'ont jamais attaqué Museveni. C'est ADF Nalu là-bas. Ils attaquent les Congolais. Ils pillent les richesses des Congolais. Ils tuent les Congolais. Ils les déplacent en masse de leurs villes et villages. Et ils ont déjà pris des terres là-bas. Alors, on continue toujours à dire aux Congolais que ces rebelles-là sont des étrangers. Mais quand vous suivez tout ça, c'est le jeu du gouvernement du Congo, le jeu de Museveni et le jeu du Rwanda. Donc de maintenir cette zone là-bas, dans l'Est, donc une sorte de no man's land, là où ils doivent venir donc, se servir, piller les richesses du Congo. On sait qu'il y a trop de coltan là-bas.
On doit venir piller. Et c'est ce qui fait même le progrès du Rwanda. Parce que le Rwanda est en train de se construire. Premièrement d'abord, avec les richesses du Congo. C'est-à-dire on entre au Congo, on vole. C'est vrai, avec l'appui de beaucoup d'Occidentaux. Et Rwanda est devenu la plaque tournante de la mafia internationale du coltan venant du Congo. C'est-à-dire tous les vautours se rencontrent à Kigali et ils se partagent le butin là-bas et on donne une commission à Kagame pour construire son pays. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir le Congo dans un état de désordre organisé, un état de chaos perpétuel. Puisque si le Congo est organisé, si la République démocratique du Congo a un gouvernement responsable, il sera difficile d'entrer voler au Congo. Les Congolais vont gérer leurs richesses, ils vont les vendre, car ce sont les richesses les plus chères du moment, le coltan et le cobalt. Et les Congolais vont renflouer leurs caisses, les caisses de l'État, et ils vont construire leur pays, ils vont se développer. Et comme certaines personnes n'aiment jamais ça, ils ont leurs pions au Congo, des Congolais corrompus qui travaillent pour cette grande mafia internationale. Et comprenez pourquoi les mêmes militaires congolais n'ont jamais eu le temps d'aller mettre fin à cette soi-disant rébellion des ADF Nalo. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, ils sont des connivences, ils travaillent ensemble. Donc, il faut garder cette zone là-bas en désordre, perpétuer le chaos là-bas, afin de l'exploiter illégalement, s'enrichir personnellement et enrichir d'autres pays, notamment l'Ouganda et le Rwanda et beaucoup de pays occidentaux. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs congolais, c'est la situation devant laquelle le peuple congolais s'est cogné. Et maintenant, il y a eu des débats pendant ces élections qui a fait que beaucoup de Congolais, des autres, par ignorance, ont soutenu la CENI, ne sachant pas que la CENI a volé. La CENI a volé. Puisque pendant qu'il y avait coupure, donc, du signal de la radio-télévision et de l'Internet, pour que les Congolais ne sachent pas ce qu'ils étaient en train de faire dans le noir, la CENI commençait déjà à trafiquer les résultats, c'est-à-dire voler la victoire de Fayoulou pour la donner à Félix Tshisekedi. Pourquoi seulement Félix Tshisekedi? Parce que Félix Tshisekedi était déjà en collusion avec Kabila. Je vais expliquer cela. Et il croyait être malin, plus que tout le monde, ne sachant pas que parmi les techniciens de la CENI, les informaticiens qui connaissaient bien le système de la CENI, ils sont entrés dans le système de la CENI, je veux dire, ils ont volé les résultats, tels que compilés électroniquement par la CENI, qui avait dit non, nous n'allons pas utiliser le système électronique, nous allons boucher tous les ports USB, mais la CENI n'a pas tenu à sa parole. La CENI n'a pas tenu sa parole. Il a fait le contraire. Et certains ingénieurs ont volé les résultats électroniques. Ils les ont envoyés à des médias internationaux. Vous avez Financial Times, TV5, Monde et RFI ont publié ces résultats-là. Et quand vous comparez donc la compilation de la CENI, donc ce qu'on a volé, ce qu'on a montré, et la compilation de la Senko des catholiques, c'est vraiment semblable. C'est-à-dire, la Senko avait raison de dire que nous connaissons déjà le nom du vainqueur, sans même le citer. Et par après, vous avez vu, quand on a proclamé ce que la Senko a refusé. Pourquoi? Selon la compilation de la Senko, c'est Martin Fayoulou qui est arrivé premier, trop loin, devant Félix Tshisekedi et Ramazani Shadari. Il fallait prendre maintenant les résultats volés dans le système de la CENI, les comparer avec les résultats de la Senko.
Puisque si vous vous souvenez très bien, à un moment donné, Vital Kamerhe avait dit, non, nous avons aussi la compilation de nos résultats. Nous sommes allés à la Senko pour comparer et voir si le travail de la Senko, c'était un travail bien fait. Ils sont arrivés là-bas. Et Vital Kamerhe est ressorti de la Senko. Il n'a pas nié. Il n'a pas dit que la Senko a des faux résultats. Non. Ils ont comparé. Donc, toutes les circonscriptions que Vital Kamerhe avait, ils ont comparé ces mêmes circonscriptions là-bas avec les résultats de la Senko. C'était semblable. Et l'ensemble des résultats qu'avait Vital Kamerhe était le 10e de ce que la Senko avait. C'est-à-dire la Senko avait même plus de résultats que Vital Kamerhe n'avait pas là-bas, que Cash n'avait pas. Vous comprenez? C'était ça. Vital Kamerhe n'a jamais dit ça. Il est rentré. Et si vous comparez les résultats de la Senko et ce qu'on a chippé dans le système de la CENI, ça nous donne quelque chose comme ceci. Ça, c'est la carte. C'est-à-dire, dans cette zone mauve, c'est partout où on a voté Martin Fayoulou. Et Ramazani a été voté là où c'est jaune. Et Félix Tshisekedi n'a été voté que là où c'est rouge. Et quand vous regardez très bien, vous allez comprendre facilement que c'est d'abord dans les deux Kasaï et un petit coin là, du sud Kivu. Probablement un territoire des Bâches. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est clair. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais savait déjà le jeu que Vital Kamerhe a toujours joué. Et on soupçonnait Tshisekedi, mais on n'était pas sûr. Mais le fait de s'allier à Vital Kamerhe avait gâché la sauce. C'est pour cela que les gens avaient vomi l'UDPS. Ils avaient vomi Cash. Et quand vous comparez ces résultats, selon la carte que je viens de vous présenter, ce n'est pas la carte donc de la Senko, ça, bien que ça reflète les résultats de la Senko. C'est la carte électronique de la CENI. C'est-à-dire, tout ce qu'on a couvert ici, par les 3 candidats, ça se retrouve dans le système de la CENI aussi. Et ça nous a dit quoi? Martin Fayoulou était premier. Et premier. Avec 62,11%. Félix Tshisekedi à 16% et 93%. 16,93%. Donc 16,93%. Ramazani Shadari à 16,82%. Et les autres candidats mélangés là-bas ont eu 4,09%. Vous voyez? Ça, c'est le résultat final. Puisqu'à un moment donné, quand on ne faisait qu'envoyer les résultats, le premier était Martin Fayoulou, le deuxième était Shadari, et Félix était en 3e position. Quand on n'avait pas tout, quand ils ont calculé, ils ont eu tous les résultats. Ça donnait Martin Fayoulou premier. C'est-à-dire, mes chers amis, regardez maintenant si vous faites les calculs, selon ce qu'on nous a appris à l'école. Prenez 62% et 16%. Vous allez trouver quoi? L'écart de 46%. C'est-à-dire Martin Fayoulou était et est en avance de Félix Tshisekedi et de Ramazani Shadari de 46%. C'est pour ça que vous comprendrez que la CENI a triché d'une manière idiote. Et c'est ce qui est même à la base donc, de la plainte de beaucoup de gens dans le monde. On triche. Quand l'écart entre les candidats est par exemple de 2 ou 3%, il y a moyen de falsifier, de voler quelques petites voix ici, quelques petits votes là-bas, les ajouter ici. Mais comme c'était un plan
déjà mis sur la table par la Kabylie, que par tous les moyens, Martin Fayoulou ne devait jamais devenir président de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais la raison primordiale, c'est quoi? Parce qu'il était soutenu, il est soutenu jusqu'à aujourd'hui par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui sont considérés comme deux grands ennemis personnels de Joseph Kabila. C'est-à-dire, vous prenez maintenant l'État, la nation congolaise, vous y mettez vos conflits personnels. Vous personnalisez toutes choses. Et ce qui est grave, on voit des intellectuels congolais en train de supporter cette mafia-là. Pour ceux qui disent que Félix Tshisekedi est premier, ils n'ont jamais donné les résultats. Tels que nous nous connaissons, si vraiment cash, avec tous les résultats, mais nous n'allions pas boire de l'eau, ils allaient inonder tout le système Internet de preuves. Circonscription après circonscription. Mais comme ils ont vu qu'ils avaient échoué, et comprenez, c'est ça même l'une des raisons qu'ils ont accepté le marché proposé par Kabila. Ça dit Vital Kamerhe a conduit Félix Tshisekedi chez Kabila. Ils ont fait leur deal dans le noir. Pendant les 20 jours qu'on avait coupé l'Internet et le service radio, ils étaient dans les deals, les accords ténébreux. Ils ont volé la victoire du peuple congolais pour la donner injustement, illégalement à Félix Tshisekedi, faisant de lui non pas un président élu par les Congolais, mais un président nommé par Joseph Kabila. Et quand les Congolais commencent à se plaindre, commencent à parler, vous voyez, il y a combat sur le net. Et beaucoup de gens le savent très bien. Les gens de l'UDPS, de l'UNC, ils le savent très bien. Même quand certaines personnes sont en train d'ouvrir la bouche même pour discuter, ils le savent très bien que Félix Tshisekedi a volé la victoire de Martin Fayoulou. Ça lui a été donné injustement par Kabila. Ils le savent très bien. C'est maintenant ce qu'ils appellent eux-mêmes par fanatisme. Ils disent que les autres sont émotionnés. Les autres sont des fanatiques. Non, c'est vous qui êtes des fanatiques. Même Félix Tshisekedi, là où il est, il sait très bien, lui et son Dieu, qu'il a volé la victoire de son frère Martin Fayoulou. Sa conscience le travail. Sa conscience le sait très bien qu'il a volé. Et pour se défendre, la CENI n'a pas voulu faire le recomptage manuel, comme c'était convenu. Ils se sont limités à leur comptage du système électronique. Et ce qui est bizarre, ils ont publié les résultats même des présidentielles et même des législatives, sans finir dans le rassemblement de tous les résultats. Parce que les autres bulletins de vote étaient encore en province. Cela n'était même pas acheminé dans des grandes villes en province. Ce n'était même pas arrivé à Kinshasa. La CENI ne les avait même pas ouverts. Mais la CENI avait déjà commencé à publier les résultats. Chers amis, ça ne se passe qu'au Congo démocratique, au pays de Lumumba. Là où toutes les imbécilités sont permises. Là où l'injustice est justice. Là où le mensonge est vérité. Et on voit même des intellectuels là-bas avec verve supporter cette injustice. Et vouloir que les autres puissent se taire. Parce que si tu ouvres la bouche, tu es jaloux, tu es haineux. Comme c'est le langage des gens de l'UDPS. C'est-à-dire, brusquement, ils ont compris, selon eux,
que ceux qui n'aiment pas Félix Tshisekedi sont des haineux. Mes chers amis, ce n'est pas la question. Félix Tshisekedi, c'est un Congolais. Si on va aux élections, il gagne proprement, véritablement. Je ne vois pas pourquoi un Congolais va être contre lui. Le grand problème, c'est que Félix Tshisekedi n'a pas gagné ces élections. Il a usurpé, il a volé la victoire de son frère, Martin Fayoul. C'est ça le problème qui est là. Et c'est pour cela que vous verrez que beaucoup de Congolais parlent. Les Congolais ne sont pas des tribalistes. S'ils étaient tribalistes, ils n'allaient pas accueillir les politiciens congolais qui ont fait des campagnes. Regardez, les politiciens congolais ont été accueillis partout. Ils ont été entendus, écoutés, applaudis. À part l'incident qu'a connu donc Cash à Bunia, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que le peuple avait vu que Vital Kamerhe était traître. Il le chantait même. Je ne crée rien. Le peuple chantait Vital Kamerhe est traître. Ils ont compris que Vital Kamerhe avait induit Félix Tshisekedi en erreur. C'est Vital Kamerhe qui avait bousillé les accords de Genève. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur à double face. C'est ça la raison. Les Congolais ne sont pas des tribalistes. Si c'était des tribalistes, ils n'allaient pas voter en masse pour Martin Fayoul. Et quand nous disons que Martin Fayoul a gagné, comme quelqu'un voulait donc me jeter donc des invectives là-bas, Martin Fayoul n'est pas Katangé. Martin Fayoul n'est pas Kivoussien. Il n'est pas donc de la province orientale. Martin Fayoul n'est pas de l'Équateur. Martin Fayoul n'est pas de Maniema. Il n'est pas quinois. Mais pourquoi est-ce que tous ces gens-là, dans les provinces dont je viens de mentionner, ont voté massivement pour lui? C'est parce que le peuple congolais était fatigué de Joseph Kabila.